Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Est-il facile de transformer un immeuble de bureau en immeuble de logement? Quelles sont les conditions à respecter pour que cette transformation se passe bien? Et le logement créé est-il ainsi de qualité? La semaine dernière, la région bruxelloise a annoncé qu'elle rachetait 23 immeubles de bureaux à la Commission européenne. Coût de l'opération 1 milliard d'euros et un objectif annoncé, transformer 40% de ces bureaux en logement ou en équipement collectif. Alors, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on doit étendre ce principe à l'ensemble des quartiers de Bruxelles? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà. Et pour répondre, deux invités. Stéphane Sonneville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur délégué du groupe Athénor, gros promoteur immobilier sur la place de Bruxelles, mais pas seulement. Vous êtes présent dans une dizaine de pays. Tout à fait. Entreprise cotée en bourse. Présent à Londres, à Paris, par exemple aussi. Tout à fait. Et Nathalie Renebeau, vous êtes directrice générale, vous, du département de la rénovation urbaine à CityDev. En effet. CityDev, c'est la société de développement de la région bruxelloise. Vous êtes un grand aménageur. Vous construisez des logements, mais aussi des bureaux et des locaux voilà, pour les entreprises et même pour l'artisanat. Merci à tous les deux. Petite introduction. Des bureaux en logement, c'est la grande tendance, la transformation des bureaux en logement. Ça ressemble un peu à une mode. C'est plus qu'une mode, Nathalie Renebeau? Non, je ne pense pas que c'est plus qu'une mode. Ça peut répondre aux besoins du marché et l'évolution que les marchés connaissent au fil du temps, au fil des ans, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est une mode, parce que la fonction bureau évolue. Ouais. Mais c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Qui sera cyclique, je pense. Qui sera cyclique. 1 million de mètres carrés de bureaux actuellement inoccupés, d'après une étude Perspective Bruxelles, Stéphane Sonneville. C'est intéressant aussi pour un promoteur de pouvoir transformer des bureaux inoccupés en logements? Bien sûr, c'est une réponse à donner. C'est une alternative et il faut l'inscrire dans l'évolution de la ville. Et effectivement, il y a une légère contraction des bureaux et une demande de logement insatisfaite pour l'instant. Donc, c'est une alternative à analyser. Alors, on va rentrer dans le détail sur la manière de concrétiser cette alternative. Je voudrais proposer, pour commencer, un exemple très concret. On va aller à Evere, un projet qui s'appelle Evercity, où on transforme effectivement un immeuble de bureau en logement. On va voir comment ça se passe. C'est un reportage de Michel Gaillard et Nicolas Skenartz qui a été réalisé le 10 février. Des pelleteuses en action sur ce chantier d'Evere, une démolition avant reconstruction d'anciens bureaux qui se louaient peu et que le propriétaire a décidé de vendre. Pour le promoteur, une opportunité de faire du logement, mais il a évidemment fallu vérifier certains aspects. La profondeur d'un immeuble peut être un problème, la hauteur des plafonds, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent comme problème, les plafonds qui ne permettent pas d'appliquer des techniques modernes et donc c'est pas possible de le réaffecter de façon qualitative. Ici c'est le cas, il y a assez de place, les plafonds sont élevés. La charge d'un immeuble de logement est aussi plus lourde que celle de bureau, ce qui demande dans le cas d'une transformation d'importants travaux de consolidation. En ce moment, ils sont en train de placer des micro-poteaux dans le sous-sol au niveau du parking. Ce sont des poteaux qui descendent jusqu'à 16 mètres à certains endroits pour consolider la structure portante de l'immeuble. Coût total de l'opération, 30 millions d'euros pris en charge par la région qui veut encourager la construction de logements sociaux et modernes. 80 logements sociaux repartis en une chambre, des studios également, une chambre, 2 chambres et 3 chambres, à une haute valeur performance énergétique et effectivement avec une série d'installations techniques qui permettent effectivement d'encore améliorer la durabilité comme la récupération de pluie et ainsi de suite. La commune d'Evere espère ainsi participer à la transformation du quartier bordelais. Derrière vous, il y a le site de l'OTAN qui est voué aussi à se transformer au niveau du pas de défense qui va aussi accueillir un nombre conséquent de logements mais aussi des infrastructures comme des écoles. Il y a aussi un projet au niveau de Belliris ici sur le développement ici de tout l'axe au niveau du boulevard. D'ici 2026, Evercity compte inaugurer 500 nouveaux logements sociaux ou modérés. Alors Nathalie Renebeau, je vais me tourner vers vous. On voit que ça n'a pas l'air si simple, qu'il y a des difficultés techniques, qu'il faut tenir compte de la hauteur sous plafond, de la charge qu'on va faire supporter aux immeubles. C'est un bon exemple, cet exemple qu'on vient de voir, des difficultés qu'on peut rencontrer?
C'est absolument un bon exemple. Il y a aussi la profondeur des bâtiments, la hauteur sous plafond, effectivement. Il y a la façade, ce qu'on peut récupérer, parce qu'il y a aussi la circularité qui est importante dans l'analyse. Donc, il y a un immeuble de bureau qui est construit. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le démolir, parce qu'il ne répond pas du tout aux normes aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut le maintenir? Et là, effectivement, la charge portante, la profondeur du bâtiment, la hauteur sous plafond, et tous ces éléments-là sont extrêmement importants parce que ça peut mener à des surcoûts importants et la rentabilité d'un projet, qu'il soit privé ou public, parce que le public aussi doit rentrer dans une épure financière très serrée. Là, c'est dit très clairement dans le reportage, ce sont des logements sociaux, il y a des subsides de la région. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des subsides, alors les logements sociaux c'est peut-être un cas à part, mais s'il n'y a pas des subsides ou des incitants, dans un certain nombre de cas, ça ne va pas être rentable de transformer l'immeuble ? CityDef a analysé plusieurs immeubles du bureau que nous n'avons pas achetés parce que l'épure économique n'y était pas, ni l'épure technique non plus. Ça veut dire quoi? Ce sont des immeubles qui sont trop vieux ou trop récents? Parce que s'ils sont récents, ça peut encore intéresser les entreprises d'y installer leur bureau. S'ils sont trop vieux, ça demande trop de transformation? Ou je schématise? Vous schématisez un peu. En fait, la transformation a presque le même coût et parfois, dans certains cas, est même plus cher que la construction neuve. Mais on achète un patrimoine construit qui a une valeur immobilière. Et donc, en plus de la valeur immobilière, on doit intégrer les coûts de construction qui sont quasiment identiques au neuf. Et quand on fait du logement social ou du logement conventionné tel que CityDef produit, on doit rentrer dans une épure financière vu que ça doit pouvoir être accessible à un public moyen avec un revenu moyen. Et donc, forcément, on part avec un handicap. Ouais. Je vais me tourner vers Stéphane Sotteville. Vous êtes promoteur, donc vous construisez des immeubles. Ça vous arrive aussi d'en transformer et de faire cette opération, ce shift du bureau vers le logement ? Oui, on l'a fait plusieurs fois, et notamment à Bruxelles. Donc, effectivement, c'est une alternative qui est analysée et appliquée dans la plupart des cas. Ce que j'entends ici, je ne peux que le confirmer et le compléter. Effectivement, il y a des données techniques qui sont incontournables. Il y a des données qualitatives qui doivent aussi être prises en compte. Et je précise d'autant plus que le nouveau RRU qui est à l'étude... Donc le règlement régional d'urbanisme. Hein. Voilà, tout à fait, va augmenter les qualités que les appartements doivent avoir et que donc va empêcher certaines transformations de bureaux en logements. Et puis, il y a aussi un autre aspect, pour ne pas répéter, mais encore une fois, je confirme tout ce que j'ai entendu, c'est que la délivrance des permis est souvent plus rapide quand on va d'un bureau vers un logement et qu'on va dans le cadre d'une transformation, d'une rénovation, et que c'est un élément qui est pris en compte par le secteur privé de plus en plus à Bruxelles, puisque les procédures sont de plus en plus compliquées et lentes. Donc vous pouvez y avoir un intérêt aussi. Assurément, assurément. Et plusieurs de mes confrères le font tout comme nous. Oui. Alors, on a dit il y a 1 million de bureaux, 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés. D'après les études, il y en aurait 600 000 mètres carrés qui pourraient éventuellement être transformables. Est-ce qu'on peut transformer dans tous les quartiers, Nathalie Renebeau? Ou est-ce qu'il y a des quartiers où ce n'est pas la peine d'essayer de faire du logement, soit parce que la zone n'est pas prévue pour ça, soit parce que personne n'a envie d'y habiter? Tous les quartiers sont bons. La ville est par essence mixte. Et donc, à partir du moment où on peut remettre une mixité de fonctions dans le quartier et qu'il y a un besoin de logement privé ou logement public, oui, c'est une bonne idée d'analyser l'opportunité de le faire. À côté du logement, il y a aussi les équipements. Il ne faut pas oublier, c'est extrêmement important de répondre aux besoins de la ville, des habitants, et l'équipement en fait partie, qui est aussi une fonction faible. Le logement conventionné social est une fonction faible, mais les équipements sont une fonction faible aussi. Et donc, l'analyse d'un immeuble du bureau peut éventuellement ne pas convenir pour du logement, mais pourrait éventuellement convenir pour un équipement public, pour une école, une halle de sport, éventuellement. Tout ça, ça demande une analyse approfondie du bâtiment. Et non, tous les bâtiments ne sont pas propices à la transformation. Ouais. Je reviens avec vous, Stéphane Sotteville, sur la notion de l'évolution du marché. On a connu la Covid-19, on a vu l'essor du télétravail. Il y a une politique de la Commission européenne qui est de se séparer d'un certain nombre de ces bâtiments. Est-ce que ça
ça renforce ce phénomène, les interrogations? Est-ce que ça accélère le mouvement dont on est en train de parler, vraiment ou pas? Je crois vraiment que le mouvement de fond est plutôt la durabilité, l'évolution vers une réponse aux défis climatiques que l'instauration petit à petit du Covid. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'instauration du télétravail suite au Covid. Beaucoup d'études qui sont faites dans ce cadre-là et l'impact sur le marché de bureau est sans doute moins grand que ce qu'on peut imaginer. Mais dans une évolution de durabilité, il y a évidemment l'équilibre de la ville qui est en jeu et il y a l'accessibilité au logement qui est un grand challenge qu'il faut relever, bien sûr. Le défi auquel on fait face aujourd'hui, est-ce que c'est aussi un peu le constat d'un échec des années passées? On peut remonter jusqu'aux années 60 ou 70, où il y a un moment on a construit trop de bureaux, parce qu'on pensait que c'était un marché porteur, et puis on a un peu négligé le logement. C'est un constat qu'on peut poser aujourd'hui ou pas? Or, personnellement, je suis assez indulgent pour le passé, car nous le construisons au présent, et que dira-t-on de nous dans le futur? Je crois qu'il y a une sincérité, et que c'était la planète entière qui pensait à un idéal économique dans les années 60. Une chose est certaine, puisque vous l'avez rappelé, je suis actif dans une dizaine de pays. Bruxelles a quelque chose de très particulier. Et si je fais une comparaison osée entre le nombre de mètres carrés de bureaux dans une ville et le nombre d'habitants, on a généralement un rapport de 1 à 2. Prenez une capitale européenne, Budapest, puisque j'y suis, 2 millions d'habitants, 4 millions de mètres carrés. À Paris, c'est 1 à 4,5, donc 12 millions d'habitants, 56 millions de mètres carrés. Bruxelles, de bureaux. Oui. Bruxelles, vous avez un rapport de 1 à 10. 1 million 100 Donc d'habitants. On a construit un peu beaucoup de bureaux au moment. Il faut prendre les choses à l'envers. Oui. Bruxelles vit de son activité de bureau parce qu'elle est ouverte au niveau international. Donc, évidemment qu'il y a un déséquilibre, mais qui est dû à son tissu économique, et que ce déséquilibre est une opportunité pour rééquilibrer un peu, aller dans le sens de la durabilité. Donc, faire des bureaux plus durables et augmenter la part de logement dans la ville. Oui. Depuis 1997, il y a plus d'1 600 000 mètres carrés de bureaux qui ont déjà été convertis. Nathalie Renebeau, c'est les chiffres que j'ai trouvés sont exacts. Pour la moitié, on les convertit vers du logement, et puis un petit tiers vers des équipements, et puis après encore un petit peu de commerce et d'autres choses. Ça veut dire que ce mouvement-là, il est quand même déjà bien inscrit dans notre histoire immobilière en région bruxelloise, hein? Oui. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de neuf qu'on découvre maintenant. Non, et je pense que ça a toujours été le cas. Alors, je voudrais qu'on rentre dans un dossier en particulier, c'est celui du quartier européen, avec ce gros rachat de bâtiments annoncé la semaine dernière par la région bruxelloise. 23 bâtiments de la Commission européenne, c'est la moitié du parc immobilier de cette institution. Et c'est la région bruxelloise qui rachète tout en bloc. Ça va lui coûter 1 milliard. 350 000 mètres carrés de bureaux. Alors pourquoi ce rachat? On va écouter la réponse d'Alain Hutchinson. C'était dans le journal de 12h30 le jour de l'annonce. C'est le commissaire de la région bruxelloise pour les questions européennes. Le gouvernement fédéral a mis en place un dispositif au travers de la SFPI, qui est la société foncière de participation du gouvernement fédéral, qui a pour objectif de reprendre, de racheter les bâtiments libérés par la Commission, de les reconditionner pour partie en bureaux, mais en bureaux zéro neutre carbone, donc des bureaux propres, mais aussi pour partie, et c'est ça qui est important et qui est permis grâce à cette opération, en partie, à environ 40% en logement et équipement collectif. Alors, je me tourne vers Stéphane Sommeville. D'abord, une petite question perfide, si vous me permettez. La région, par le biais du fédéral et de la SFPI, rachète tous ces immeubles. Il n'y a pas une petite déception chez le promoteur que vous êtes de vous dire s'ils avaient été sur le marché, j'en aurais peut-être racheté quelques-uns? Alors, pas du tout. Pour 2 raisons. D'abord, je pense que l'ensemble de la profession accueille positivement cette évolution. Pourquoi? Parce qu'il faut bien reconnaître que le marché immobilier, marché du bureau, évolue très lentement. Et qu'il y a une opportunité extraordinaire, c'est d'avancer dans la sustainabilité, dans la durabilité. Et donc, cette opération
peut donner un coup d'accélérateur extraordinaire au marché immobilier et dans le bon sens. Donc, globalement, nous accueillons favorablement au niveau de la profession cette transaction. Voilà. Maintenant, nous avons des points d'attention. Nous avons aussi compris, pour répondre tout à fait à votre question, que c'était une opération en 2 étapes, que la première étape se traitait entre le fédéral et la Commission européenne, mais qu'il y aurait une deuxième étape qui est de revendre et là de s'adresser au secteur privé. Et donc, je n'ai qu'à me réjouir de cette évolution. Ouais, donc on va revendre par tranche ou par lot, et là vous pourrez effectivement jouer dans la pièce. Ce sont des immeubles qui majoritairement sont dans un quartier tout à fait central, le quartier européen, le quartier Léopold, il y a la place du Luxembourg, il y a la rue de la Loi, il y a la rue Bellière. Rue de la Loi, il y a un très gros complexe de bureaux au numéro 130. C'est intéressant de pouvoir construire des logements dans ces quartiers-là. Vous pensez que ça peut marcher ? Alors, il y a deux, trois choses qui manquent pour l'instant, et c'est pour ça que ça ne se fait pas. La première chose qui manque, et c'est évident, c'est un plan, une vision globale. Il y a eu des schémas directeurs, il y a eu des plans paysages urbains loi, il y a eu des projets de PAD, et on n'en est toujours nulle part. Il y a maintenant des notes, des visions, et donc le secteur privé et assurément Athénor attend que ce soit clarifié pour que quand on achète un immeuble, on sache ce qu'on peut y développer. Car voyez-vous, on peut développer différents projets. L'important, c'est de savoir avant qu'on achète ce qu'on va pouvoir construire. Ouais. Et une forme d'indécision ou de changement d'avis, pire, alors ont mené le secteur privé à beaucoup de prudence et voire de réserve, circonspection, de réserve. Quand on dit 40% de ce parc immobilier sera à l'avenir pour des équipements collectifs, on peut penser à des écoles, des choses de ce genre-là, et du logement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces immeubles, on va les couper, les séparer, on va mettre du commerce à un étage, un équipement collectif au-dessus, du logement tout en haut. Comment est-ce que vous, peut-être encore un peu de bureaux par endroit, comment est-ce que vous imaginez les choses ? Alors, la mixité, on l'a vu récemment, c'est qu'elle peut s'organiser par immeuble de plus en plus, mais elle doit se concevoir par quartier et par îlot. Donc, je ne pense pas que rue de la Loi, c'est le meilleur endroit pour faire du logement, alors que rue Joseph II ou Square de Méus, ça peut être des meilleurs endroits. Donc, la mixité d'un quartier est essentielle, et on l'applaudit des deux mains, et on y concourt, mais la ce n'est pas nécessairement... à l'intérieur d'un immeuble, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Si c'est faisable aujourd'hui, il faut toujours se poser la question, qu'en sera-t-il dans 30 ans, quand il faudra rénover une façade ? C'est toujours très compliqué à gérer des assemblées générales avec différents propriétaires. Nathalie Renaud, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Il vaut mieux avoir une mixité par immeuble qu'à l'intérieur d'un immeuble, plusieurs fonctions ? Je serais plus nuancée, donc j'abonde dans tous les propos que j'ai entendus là, mais je pense que certains immeubles peuvent effectivement proposer une mixité verticale, donc comme vous disiez, du commerce, éventuellement du bureau et aux derniers étages du logement. Mais effectivement, il faut faire attention à la copropriété, parce que les immeubles hauts demandent quand même un certain entretien, un capital de rénover le bâti, ce qui est extrêmement important. Et donc, il faut faire attention à quels sont les montages qui seraient proposés. 40% de logements et d'équipements collectifs dans ce quartier européen, c'est un objectif qui vous semble crédible et atteignable ? Alors, il est certainement souhaitable, atteignable et crédible. Ça dépend du mode de financement et des mécanismes et des montages qu'on mettra en place. Mais oui, c'est atteignable et c'est d'autant plus important de le faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop peu de population et certainement trop peu de logements publics dans ce quartier-là. Je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane Sotteville. On a vu une photo dans le décor de la rue de la Loi. C'est quand même des façades à front de rue avec des grands immeubles. On se dit qu'on n'a pas forcément envie d'habiter là. Vous êtes d'accord avec ce jugement ? Ça sera plus facile, effectivement, dans les rues adjacentes, rue Joseph II, Square de Méus ? Donc, effectivement, ce sera plus facilement aujourd'hui dans les rues adjacentes parce que la circulation est plus tempérée, parce qu'il y a un peu plus d'espace vert pour prendre le square. Sur ce, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer une rue de la Loi un peu moins voiture, enfin un peu moins dédiée à l'automobile. À l'automobile et d'en faire un vrai boulevard urbain qui en fera de nouveau peut-être un cadre de vie plus agréable. Ça dépend naturellement de la mobilité qu'on mettra en place.
place sur cette rue, sur ce boulevard. Ouais. Alors, on parle un peu des fonctions mélangées. Je voudrais vous interroger l'un ou l'autre sur votre vision de l'avenir de la ville. Si je comprends bien, hein, quand on parle de mixité des fonctions, quand on parle de la transformation de bureaux en logement, ça veut dire qu'on renonce un petit peu à tous les bureaux dans la rue de la Loi, toutes les barres d'immeubles à Anderlecht, je schématise, mais il y avait un petit peu de ça quand même dans la construction de Bruxelles. C'est-à-dire que ça, c'est terminé ? La charte d'Athènes est terminée depuis longtemps. Hein. Oui, donc c'est terminé. On ne fera plus ça. C'est à espérer qu'on ne le fasse plus, parce que la durabilité va évidemment vers une mixité, une économie de l'espace, bien sûr. Ouais. Vous avez un projet, par exemple, à City Docks, à Anderlecht, oui, avec Athénor. Là, ce sera de la mixité, il y aura de la pardon ? Qu'on a fait ensemble. Que vous faites ensemble. Il y aura de la mixité, il y aura à la fois du logement, du bureau, du commerce ? Il y a, et ça fait depuis 2011 que nous sommes occupés. Il y a des bureaux, il y a effectivement des surfaces pour des activités économiques, il y a du logement libre, du logement social et du logement accessible avec CityDef et du logement social, puisque nous venons de vendre un des 8 blocs à la SLRB. Oui. Donc il y a vraiment une mixité Société de fonctions et une mixité, une mixité de fonctions et une mixité sociale. Oui, on parle de CityDocs, on pourrait parler d'une école. On pourrait parler de Tivoli aussi. Il faut mélanger les fonctions. On arrive vraiment à le faire. On pourra le faire dans tous les quartiers, Nathalie Reynaud. Et pourquoi on ne pourrait pas ? C'est une bonne question. Ouais. Est-ce que ça marche ? Je veux tourner vers vous, Stéphane Sauvilly. La grande tour de logement que vous avez fait, la tour Athénor, le long du canal, plutôt des logements haut de gamme, dans un quartier qui n'est pas réputé pour sa qualité de vie. Est-ce que ça marche, par exemple ? Alors, elle a été inaugurée en 2014, donc ça fait 9 ans. Haut de gamme, le prix moyen de vente était 3 500 €. Donc, franchement, ce n'était pas le super haut de gamme parce qu'on était les pionniers dans le quartier. Alors, elle a fait son rôle, je dirais concomitamment ou un petit peu avant Tour et Taxi, c'est-à-dire qu'on a complètement réhabilité tout ce quartier, lui redonné vie, avec une mixité de fonctions. Ça, c'était la base, puisque dans le projet Upside, il y a effectivement des bureaux, il y a quelques commerces qui ont beaucoup de mal au début et des logements. Et aussi une diversité de logements, puisqu'il y a des logements bas et il y a des logements élevés. Donc évidemment que c'est un bon projet qui a été imaginé il y a plus de 10 ans, puisqu'on a eu le permis en 2010. Et c'est une bonne direction à suivre. Et c'est un peu ce qu'on a refait en supprimant les tours parce qu'elles sont polémiques. Mais c'est ce qu'on a refait à City Docks, évidemment. Ouais. Alors, je voudrais qu'on projette toujours un petit peu vers le futur. Est-ce que le futur, Nathalie Reynaud, après tout ce qu'on a dit là pendant 25 minutes, ça veut dire que dans le futur, quand on va construire un immeuble, il va déjà falloir penser à, là pour l'instant c'est des bureaux, mais peut-être que demain ce sera du logement ou l'inverse. C'est-à-dire que ça va être ça, une des équations qu'on va devoir mettre sur la table lorsqu'on lance un projet ? C'est déjà une équation aujourd'hui sur la table. Un des projets que CityDef a développé, c'est Citygate 1 marchandises. Il y a ce que nous appelons le BAM, c'est bâtiment à affectation multiple. Donc dans ce bâtiment, on a imaginé déjà une multiplicité d'affectations possibles. Et effectivement, dans le plan Good Living, j'allais dire Good Move, mais le règlement régional d'urbanisme, il y a cet objectif de permettre une reconvertibilité des bâtiments en une autre affectation. Alors, il y a des limites quand même. On ne va pas pouvoir reconvertir un immeuble de bureau en un immeuble industriel parce que les portées sont trop importantes. Mais il y a quand même une analyse à faire par rapport à l'ensemble des affectations. Voilà, donc c'est possible, mais il faut vérifier si l'opération coût-bénéfice en vaut la peine. On va résumer ça comme ça. Merci Nathalie Reynaud de CityDev, Stéphane Sauvilly d'Athénor. Demain, c'est Giovanni Bordonaro qui sera l'invité de Plus d'Actu à 17h. C'est l'émission du vendredi. Vous pouvez poser vos questions par mail plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Giovanni Bordonaro, le secrétaire régional du PTB à Bruxelles, vous répondra. L'entretien sera mené par Jean-Jacques Deleu. Et puis moi, demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, nous recevrons notamment deux bourgmestres, Boris Diliès et Vincent De Wolf. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer et à demain.